Alors bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver ici ce soir au CAUE qui nous accueille. Nous sommes là pour la conférence en fait qui se déroule dans le cadre du mois de l'architecture autour de la notion de art dans l'espace public. Sur invitation de Lucie Hofbauer, directrice du Quadrilatère, nous recevons ce soir Amanda Crabtree, directrice d'Art Connexion. Alors une petite précision également, vous le savez, le Quadrilatère est en travaux, il est fermé pour 2 ans et donc c'est également dans cette dynamique-là que s'inscrit cette conférence puisque le Quadrilatère engage une réflexion sur l'art dans l'espace public et donc nous allons avoir le grand plaisir de vous écouter ce soir. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup Audrey et merci à l'École d'Art d'avoir initié ce cycle. Je crois que nous sommes la deuxième conférence de votre cycle dont le thème est l'urbanité, donc nous sommes ravis de nous y inscrire et ravis en effet de relayer cette question qui est à l'œuvre ici, dans la ville de Beauvais, sur comment réinventer et accompagner notre relation à l'art dans l'espace public, réinventer cette relation du point de vue du commanditaire et aussi du point de vue de l'artiste. Donc cette question est au cœur du travail d'Amanda Crabtree. Donc bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir. Ça y est, vous connaissez déjà Beauvais par cœur. Ah oui, c'est bon là. Oui. Et j'aime beaucoup. Ouais, on a fait un tour complet, enfin pas complet, mais on a fait déjà un bon tour. Donc Amanda, vous dirigez Art Connexion à Lille, une maison de production, une maison d'artistes quelque part, qui est voilà une structure très repérée dans le monde de l'art contemporain en France, parce que fondatrice en tout cas dans cette idée de réinventer la relation entre des commanditaires et des artistes. On côtoie dans notre vie de tous les jours, de l'art dans l'espace public, on connaît des œuvres comme ça qui marquent notre paysage français. La Fontaine Stravinsky, par exemple, de Niki Saint-Phalle et Jean Tinguely. On va penser aux œuvres que l'on croise sur les ronds-points, peut-être aussi sur les autoroutes, d'ailleurs avec parfois des sarcasmes qui sont d'ailleurs pas toujours mérités, vraiment pas, parce qu'il y a des grands noms de l'art qui ponctuent notre pays, nos villes, nos routes et nos pays. On peut penser aux sculptures plus classiques, voilà les bourgeois de Calais par exemple. On a autour de nous des sculptures qui marquent notre environnement. Mais tous les cas que j'ai cités ont un point commun, c'était des commandes publiques pour l'art dans l'espace public. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce qu'on continue de la même manière ou est-ce qu'on peut réinventer cette relation ? Comment faire société, comment faire œuvre et faire société autour de la commande publique ? Donc c'est une question à laquelle on va, voilà, en tout cas, on aimerait vous entendre sur cette question. Évidemment, on va aussi vous questionner sur le dispositif des nouveaux commanditaires. Qui réinvente fondamentalement la relation du commanditaire avec l'artiste. Et puis, on a aussi envie de vous entendre sur votre parcours personnel. Peut-être que je peux commencer par vous poser quelques questions, puisque vous avez travaillé à Givors, dans un premier institut pour l'art et la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette première expérience séminale ? Oui, une expérience importante parce que c'était la première fois que je travaille et la théorie et la pratique. Donc j'étais jeune. J'ai travaillé avec des personnes qui avaient beaucoup d'expérience théorique, qui avaient envie de pratiquer la ville avec les artistes. Donc c'était un centre de recherche, c'était les années 80. Il y avait des moyens, beaucoup plus de moyens pour l'expérimentation à l'époque. Ça c'est aussi un sujet qu'on peut aborder. Et donc ce centre de recherche avait décidé de pratiquer à Givors la mise en place de 6 projets qui allaient interroger la route nationale 86. Donc 6 artistes internationaux, des grands noms, qui sont venus dans cette petite ville que vous connaissez peut-être pas, c'est au sud de Lyon, mais une ville très engagée autour de la culture. Et donc j'ai pu pour la première fois accompagner des artistes avec la mise en place de projets qui frottaient vraiment la réalité de la ville et de l'espace urbain. Et c'était parfois malheureux, parfois très heureux, c'est très compliqué. Et je parlerai un petit peu de les difficultés, mais c'était intéressant aussi d'accompagner une idée. C'était la première fois aussi que j'avais accompagné une idée d'artiste jusqu'à la production et l'inauguration de l'œuvre. Voilà. Donc, pour moi, c'était le début d'une envie d'aller plus loin.
Et après sa première expérience, vous avez fondé aussi, en tout cas, vous avez travaillé au magasin à Grenoble autour d'un collectif d'artistes. Vous aviez rassemblé autour de vous des plasticiens. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces relations que vous aviez avec les artistes à ce moment-là? Alors le magasin, c'est un centre d'art contemporain à Grenoble. Et je pense que j'ai eu la chance, vous dire, c'était une chance de travailler dans ces institutions aussi dans les années 80, où l'ambition de ces centres d'art, c'était d'inviter vraiment les grands noms des grands artistes. On se préoccupait beaucoup moins à l'époque, on va dire, de l'écosystème artistique. Donc, il y avait le centre d'art qui s'occupait des grands artistes internationaux. Il y avait l'école d'art à Grenoble à l'époque qui faisait un travail incroyable. Et donc, tous les artistes français, peut-être que vous connaissez, sont passés par Grenoble, par cette école d'art à l'époque. Et donc, il y avait aussi cet écosystème entre les artistes d'ailleurs, les artistes de Grenoble, et on se mélangeait tous finalement au centre d'art où j'ai passé ma vie. Enfin, j'étais là la semaine, le week-end. Voilà, on s'engage beaucoup dans ces structures-là. Ça m'a mené aussi un réseau. Je parle aux jeunes qui démarrent leur carrière artistique. On le sait tous, c'est le réseau. Et Grenoble, c'était un réseau qu'on a pu amener à Lille quand on a déménagé dans le Nord. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous allez à Lille alors dans ces années? Alors, Lille, c'est le Frénois. Vous connaissez peut-être le Frénois. Demain, il y a un vernissage au Frénois. Je fais la pub pour le Frénois. J'y travaille plus, mais quand même, je suis un peu attachée. Le Frénois, c'est un centre d'art. Les jeunes artistes qui sont en prépa le connaissent. C'est une école d'art autour de l'image, mais c'est aussi un centre d'art. C'est aussi un lieu de recherche. Et j'ai eu la chance d'être invitée à participer à la création de ce lieu, à la mise en place de l'école. C'est aussi une école où on forme donc ces jeunes artistes. Et donc j'étais invitée à faire un grand saut dans le Nord. On était 5 à l'époque. Maintenant ils sont 45. C'est une grande machine, mais c'est toujours excitant d'être au démarrage d'un projet, un petit peu comme le projet actuellement à Beauvais avec le centre d'art qui s'embarque dans une nouvelle aventure. Voilà. Donc le Frénois, un saut dans le vide. Pas de famille dans le Nord, connaissait personne dans le Nord. Et c'est là où le réseau de Grenoble se joue, parce que du coup, les Grenoblois ont découvert le Nord. Et comment est-ce que vous avez invité ces premiers artistes? Sur quels projets? Quelles ont été les interventions que vous vouliez faire à Lille spécifiquement? On va parler des projets qui sont intimement liés aussi à la vraie vie. Voilà, il n'y a pas de distinguo entre la vie et le travail, en tout cas au démarrage. Et donc, on a créé un lieu, un centre d'art chez nous, à la maison. Parce qu'en fait, ça nous manquait ce contact avec les artistes. Le Frénois, quand je suis arrivée, le Frénois, j'ai découvert, n'était même pas financé, en fait. Je suis arrivée trop tôt, en quelque sorte. Et donc, en attendant que le Frénois démarre, on a décidé de créer un lieu, et c'est avec les artistes qu'on a décidé, chez nous. Je vous montrerai une image tout à l'heure, dans notre appartement. Donc, on a demandé à personne. On a invité des artistes de Grenoble, qu'on avait rencontrés à Grenoble, et on a fait. Voilà. Et donc, ce qui était intéressant à l'époque, c'est qu'à Lille, il n'y avait pas de centre d'art à Lille à ce moment-là. C'était en 94. Et tous les artistes de Lille, du coup, toquaient à la porte, parce qu'ils étaient très heureux d'un nouveau lieu, bien sûr. Et donc, très vite, on a intégré cet élément. Les artistes de Lille de la région voulaient exposer chez nous. Très content qu'il y avait un nouveau lieu. Et là, on était un petit peu coincés parce qu'on n'avait pas de projet. On n'avait pas de stratégie. Parce qu'on avait un réseau, on se disait peut-être pour ces artistes-là, ce serait intéressant de les envoyer ailleurs, qui profitent d'aller ailleurs, au lieu de tourner un peu en rond. On a proposé à pas mal d'artistes d'aller à Marseille, d'aller à Paris, d'aller à Gand, parce qu'ils bougeaient pas beaucoup. Et ensuite, on a montré leurs travaux après. Voilà. Donc, ce côté international était important aussi. Et Lille est une bonne ville pour ça aussi? Vous sentiez que l'emplacement était stratégique? Alors, nous, on est arrivé en 94. Qu'est-ce qui s'est passé en 94? L'Eurostar. Fondamental, pour moi. Vous avez compris. On a quelque chose en commun. Il y a ce lien avec la Grande-Bretagne. L'Eurostar, incroyable. Mais on est quand même plus près de la Belgique que vous, je pense. Et donc, ça aussi, c'est important. Voilà, ce hub international. Lille, à l'époque, on avait besoin. Évidemment, vous avez tout suivi. 2004,
capitale européenne de la culture, le paysage a énormément changé. Voilà, on n'est plus les seuls. Maintenant, on se bat pour avoir la place à Lille. Et c'est génial. Mais c'était pas l'époque, à l'époque, c'était pas comme ça. Donc, je prends mon micro, je me déplace. D'abord, je vais vous dire ce que je vais pas faire. C'est-à-dire, je vais pas faire un cours sur l'histoire de l'art dans l'espace public. Hein? Ça vous va. Ok. Parce qu'on n'a pas le temps et c'est pas le sujet. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas non plus l'art dans l'espace public définitif et on n'en parle plus. Voilà. Chaque projet que je vais vous montrer, ce sont des projets que nous avons réalisés. C'est pas que des succès, à des projets. Je vais vous parler aussi des difficultés de faire des projets dans l'espace public. Et chaque projet, en quelque sorte, c'est une expérimentation. On ne sait pas où on va dans l'espace public, c'est compliqué. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est qu'on se pose ensemble quelques questions. On n'aura pas forcément toutes les réponses, mais on a expérimenté pas mal de choses. Et on va en parler aussi après. Je pense qu'il y a questions-réponses après. Donc, vous m'arrêtez, ou Lucie m'arrêtera si c'est pas clair. Voilà. Donc, art connexion. Lucie a dit tout à l'heure, faire art comme on fait société. Cette notion de société est fondamentale pour nous. Comment on travaille ensemble. Nous, on travaille pas juste avec les artistes pour notre plaisir. Il y a quand même la société et c'est quand même ce qui nous intéresse, c'est les publics. Et ce que j'ai oublié de dire au magasin à Grenoble, j'étais avec mon conjoint d'ailleurs, on était à l'interface entre les expositions et les publics. Parce que vous savez, dans les centres d'art, en fait, ce sont les médiateurs qui accueillent le public. Et donc, en fait, le week-end, on se frotte vraiment au public et c'est là où on se rend compte, parfois, c'est compliqué. L'art contemporain peut être compliqué. Donc, cette notion de public, c'est quelque chose qui est au cœur de notre travail depuis le début. Voilà. Donc, il y a aussi cette notion de démocratie d'initiative. On va y revenir avec les nouveaux commanditaires. On a parlé, donc, l'appartement. Ça, c'est pas la première exposition, mais c'est une exposition avec une toute jeune artiste qui est venue nous voir. Elle était encore aux Beaux-Arts. Elle a dit, je veux exposer chez vous. Donc, on lui a dit, passez le diplôme d'abord. Il est revenu tout de suite après le diplôme. Et on a travaillé 1 an avec lui pour sa première exposition. Donc cet accompagnement est important. Il y a des artistes avec qui on travaille depuis 94. Voilà. Et ça, c'est plutôt agréable. Donc l'appartement de début, donc chez nous, donc on s'est réveillé le matin avec les œuvres. Et on dormait avec les œuvres. Voilà. Donc c'est un engagement. On le fait pas ça toute la vie parce que c'est quand même parfois compliqué parce que du coup, on n'a pas de meubles. Voilà, c'est compliqué, et surtout quand on a un enfant qui commence à lécher les œuvres. Donc on a arrêté quand elle a léché des œuvres, des photographies d'un artiste, Thierry Verbeck, qui était très sympa. Mais bon voilà, on a arrêté, on a déménagé. Donc, et on a déménagé, donc maintenant on est à 9 rue du Cercle à Lille, dans une maison de ville qui nous est prêtée par la ville de Lille. Donc la maison c'est important, et tout ce qu'on fait part de la maison. Et c'est aussi quelque chose qu'on va développer de plus en plus, cette notion de maison. On essaie de convaincre la ville de nous installer une salle de bain pour qu'on puisse accueillir des artistes. C'est ça qui nous manque en fait. Hein, cette notion donc de hospitalité, accueil, empathie, proximité, excellence artistique, ça vaut pour la maison, mais ça vaut pour l'espace public. Voilà, il n'y a pas de distinguo dans la méthodologie de travail. Les expositions, donc Art Connexion, c'est aussi les expositions chez nous, mais aussi dans d'autres espaces de la ville et de la région. On travaille avec beaucoup de partenaires. C'est un projet de Jeppe Hein où le public est invité à faire la sculpture. Voilà, donc souvent des projets assez interactifs. On vient rarement contempler les œuvres chez nous. Il y a une notion de, voilà, il faut s'engager. Donc les expositions, les résidences d'artistes. On travaille beaucoup avec des échanges, donc comme on faisait tout au début. Maintenant, on travaille avec la région, avec la ville, avec l'Institut français pour que les artistes puissent aller en Norvège, par exemple, au pôle Nord, quand il faut. Ce sont peut-être des projets qu'on ferait moins maintenant. Là, maintenant, je ne pense pas que c'est absolument nécessaire d'envoyer un artiste au pôle Nord. Comme tout le monde, on se pose des questions sur les projets qu'on fait.
Cet artiste, il est allé au pôle Nord, mais avant, il nous a demandé de l'aider à aller au Groenland pour faire circuler un iceberg avec des vrais icebergs. Sculpture iceberg. Et on en a parlé récemment parce qu'il était dans une exposition chez nous et c'est pas des projets qu'il a envie de revendiquer maintenant. Voilà. Donc voilà, c'est une structure et c'est un paysage qui évolue. Et puis l'autre volet chez nous, c'est aussi le volet art-science, avec un gros volet avec des chercheurs, notamment un artiste qui s'appelle Nicolas Floch. Vous avez peut-être vu son exposition au FRAC Hauts-de-France. Très jolie œuvre de Nicolas Floch, qui n'est pas tout à fait comme celle-ci, parce que celle-ci, elle est faite dans le sud de la France. Et l'œuvre qui est montrée au FRAC Hauts-de-France, c'est une œuvre beaucoup plus verte, parce que c'est la couleur de l'eau. La couleur de l'eau qui nous entoure. Voilà. Donc, revenons à l'espace public. Voilà, le sujet. Là, c'est devant chez nous. C'est une image de 96. On voit pas très bien, mais il y a une intervention dans l'espace public. En fait, c'est la cabine téléphonique. Déjà, il n'y en a plus, comme ça. Et on avait une dizaine dans la ville qui ont été investis par un artiste. Donc, c'est ce qu'on appelle une initiative d'artiste. C'est l'artiste qui a pris l'initiative. On a réussi à avoir la clé magique avec France Télécom et on a pu installer de la lumière dans les cabines téléphoniques. La photo, elle est pas très bonne. Mais on a démarré par des interventions à l'initiative d'abord de l'artiste. Et c'est ensuite qu'on a un peu retourné les choses pour se dire, voilà, il faut peut-être que l'artiste vienne après, sachant déjà ce qu'on a envie de faire. Donc les questions pour aujourd'hui, c'est quoi l'espace public? Qui décide? Quel espace? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment arriver à ce qu'on fasse des espaces publics de qualité? Comment partager la responsabilité de l'art dans l'espace public? Et du coup, ça pose la question, le rôle de l'art et des artistes. Voilà. Donc, plein de questions existentielles. Et on va revenir, on va pas forcément les traiter dans l'ordre. On va commencer avec un projet à Lille, qui est un projet que nous avons mené avec la ville de Lille. La question de l'espace public, en fait, c'est de savoir à qui appartient l'espace public. Parce que l'espace public n'est pas public. Très peu. Elle est souvent plus que privée, ou elle est sous la gestion d'une collectivité. Mais il faut savoir avec quelle collectivité on a affaire. Et on va voir après que parfois c'est même partagé. Donc ici c'est un projet qui a été fait à l'initiative de la ville. La maire de Lille a dit on a rénové l'espace, il manque quelque chose, il faut une œuvre. Donc on téléphone Art Connexion, vite, panique à bord, il faut une œuvre. Et nous on a dit oui mais est-ce qu'il y a un budget? Première question, oui il y a un budget. Bon coup il y a un budget, mais il faut que ce soit fait en 6 mois. Ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Nous, on aime bien prendre un peu le temps, parce que sinon, c'est pas clé. Mais bon, on était un peu sous la pression, mais on a mis en œuvre donc une méthodologie. On va revenir à la méthodologie après. C'est de comprendre qui utilise cet espace, qui sont les commerçants sur le bord, et quel est le cahier des charges. Ici, c'est le cahier des charges qui a été écrit par le maire. Madame le maire, elle sait ce qu'elle veut. Elle veut une œuvre qui parle de la jeunesse. Elle veut une œuvre qui parle de la danse, parce qu'on danse à Fives, c'est le quartier de Fives. Elle veut une œuvre qui regarde la mairie, qui regarde la ville de Lille. Et elle veut qu'on parle de l'histoire du quartier Fives-Caille, où on fait les rails, où on a construit les... C'est un cahier des charges pas mal. Et donc on intègre et on nous demande de proposer 3 artistes et la ville propose 3 artistes au maire. Donc, elle écarte notre candidat, parce que nous, on en avait un candidat, c'est celui-là, on y croyait. Elle n'était pas contente au début. Elle dit non, c'est pas ce que je veux une œuvre, je voudrais une œuvre abstraite qui fait rail, quoi. Nous, on n'était pas convaincus, donc on mène notre barque et on travaille avec l'artiste qui s'appelle Kenny Hunter, un Écossais, pas connu à Lille, donc ça aussi, c'est un peu risqué. Et finalement, c'est une œuvre que Martine Aubry adore, qui s'appelle La Demoiselle de Fives. On a réussi avec l'artiste à caser, entre guillemets, mais littéralement caser tous les éléments, mais aussi faire une œuvre qui est intemporelle, qui parle aux vieux, qui parle aux jeunes, qui fait pas peur, et qui marque cette place. La Demoiselle de Fives, on connaît la Demoiselle de Fives, il y a des indices
Donc les gamins, les écoles travaillent autour de l'œuvre. Il y a plein d'indices dans l'œuvre. Il y a la map monde parce que à Fives, on faisait des rails pour partout dans le monde. Mais les travailleurs de Fives ne partaient pas. Ils restaient à Fives. Donc comment parler de tout ça? Voilà. Donc c'est une œuvre qui était certes à l'initiative de la mairie, mais on a réussi à impliquer symboliquement tous les parties prenantes du quartier. Et ils sont venus au vernissage. Là, c'est une œuvre, Bob, c'est une friterie que vous avez peut-être vue, à côté de la gare Lille-Europe. C'est une œuvre qui a été initiée par une personne. Parce que cette place devant la gare Lille-Europe, vous le connaissez, quand on fait le chemin à Lille-Flandre, c'est assez terrible, il n'y a rien. Et donc, il y avait vraiment un besoin d'activer cette place. Comment activer une place? Si on met une sculpture, ok, sympathique, mais ça ne fait pas grand-chose. Et donc, il était décidé qu'il fallait une sculpture, mais qui ait une fonction. Donc là, on arrive à la notion de fonction d'usage. Comment les œuvres dans l'espace public peuvent aussi avoir une fonction d'usage. Alors, les sculptures, la Demoiselle de Fives, ça a une fonction de symbole. Et ça, c'est très bien. Mais il y a plein de fonctions d'usage. Et ici, c'est très littéralement une friterie. C'est un artiste donc, qui s'appelle Erwin Wurm. Il n'avait jamais fait une sculpture avec une fonction d'usage. Il n'avait pas compris au début. Il fallait que je lui explique ce que ça voulait dire. Après, il était à fond. Et donc, du coup, il a dessiné une friterie molle. C'est une friterie classique qui est en train de se fondre. C'est aussi un petit peu méchant. Je veux dire, si on mange trop de frites, on développe des bourrelets. C'est pas forcément bon pour la santé, mais ça, c'est son petit côté un petit peu méchant. Mais cette œuvre a été très compliquée à mettre en place parce qu'on n'avait pas compris à quel point cet espace public était compliqué. Parce que c'est à la ville de Lille, mais c'est géré par SPL Euralille. Ce sont les aménageurs pour les collectivités. Donc, il a fallu négocier avec SPL Euralille que non seulement on allait installer une œuvre chez eux, mais qu'ils allaient financer l'œuvre. Mais il fallait demander l'autorisation de la ville de Lille et surtout que le maire, Madame le maire, soit d'accord sur le choix de l'artiste. Voilà, donc on a une millefeuille un peu compliquée et jusqu'à 2020, cette œuvre fonctionnait. On pouvait acheter des frites et on mangeait des frites. Mais pandémie, on a perdu le gars on l'a perdu. Il a arrêté son activité, plus de frites, fermé, problème. Tout de suite, graffiti. Tout de suite, squatté. Tout de suite, terrible. Donc, on a mis 2 ans pour convaincre et la ville et SPL Euralille de l'enlever, de réparer et de le mettre ailleurs pour que ça vive mieux. Voilà. Ce qui est un peu compliqué parce qu'une œuvre a été pensée pour un lieu, mais parfois, il faut faire le deuil et on veut que l'œuvre existe. C'est un artiste qui est quand même connu et donc, elle a été restaurée. Elle est magnifique et donc, il faut aller à Bazar Saint-Saul, à Lille, vous savez, l'ancienne gare de fret. Et donc, elle fonctionne très bien. Voilà. Donc, parfois, voilà, les œuvres se modifient, on peut changer de place. Un autre espace public, ici, c'est un projet qui est en cours à Roubaix. Il y a un canal. Je ne sais pas si vous connaissez ce canal, il y a des endroits très bucoliques et puis des endroits un petit peu compliqués. On va dire qu'ici, c'est un peu compliqué. Et 2 riverains se disaient, mais c'est quand même dommage de ne pas profiter de ce canal, de ne pas qualifier les espaces publics. Voilà, c'est une expression, qualifier des espaces publics, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ils ont repéré, vous ne le voyez plus, mais ce que vous voyez, la petite maison Monopoly, c'est en fait une maison éclusière. Et la maison éclusière ne sert plus pour faire fonctionner l'écluse. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et donc, les riverains, les 2 personnes, ont dit, nous, on aimerait une guinguette. On aimerait activer ce canal. Et donc, nous sommes allés voir la mairie, qui trouvait ça intéressant. Mais au début, ils n'étaient pas convaincus qu'à cet endroit-là, une guinguette avait une pertinence. Et donc, on a convaincu des collègues à la condition publique de mener un festival qu'ils faisaient à côté de chez eux, sur le canal. Et pendant 2 étés, nous avons activé l'espace public avec le festival devant la maison éclusière, qui n'est pas faite. Elle est toujours maison éclusière, elle n'est pas encore transformée. Et maintenant, la mairie est convaincue. Et ils sont tellement convaincus qu'ils sont en train de développer tout un projet urbain sur le canal de Roubaix. Alors ici, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un projet qui va se faire. Il y a un budget, mais la maison appartient à la communauté des communes.
Voilà, donc on est encore dans le millefeuille et on est en train de négocier avec la MEL puis qu'ils nous donnent la maison et qu'on puisse convertir cette petite maison. Mais ça montre que 2 personnes peuvent initier un projet. Et la mairie, moyennant beaucoup de réunions et beaucoup de réunions, finalement sont d'accord pour tester et maintenant sont convaincus de l'intérêt. Voilà. Donc cette initiative citoyenne peut permettre à ce que on entraîne la collectivité avec nous. Je vais venir tout de suite après à comment on travaille, parce que chaque fois c'est un peu la même approche. Ici c'est un petit quartier, c'est un quartier, et je pense qu'il y a des quartiers comme ça ici à Beauvais. C'est un quartier qui a été construit autour d'une usine à Tourcoing, comme il y en a partout dans le nord, dans les Hauts-de-France. Donc il y avait des maisons construites en briques en début de siècle. Ensuite, il y a eu des bars dans les années 70. Donc certaines bars ont été coupées en morceaux. Et puis vous voyez donc des habitats récents qui viennent d'arriver dans le quartier. Et les gens avec qui on est ici, donc ce sont des commanditaires, c'est un groupe de personnes du quartier, mais plutôt de l'ancienne génération, qui perdent le fil, ils comprennent plus ce qui se passe dans le quartier, parce qu'en fait, là où il y avait un centre, il n'y a plus de centre, là il y avait l'usine, il n'y a plus d'usine, ils ont encore leur maison, mais pas toutes les rues, et donc la demande, c'est de se dire comment on peut parler de l'avenir, mais quand même ne pas oublier le passé, voilà, parce qu'ils avaient plus de repères. Et ce qui leur manquait comme repères, donc là on a un artiste qui s'appelle Emilio Lopez-Manchero, on est autour de la table, et on discute. Et c'est là où l'artiste dit, mais où est passée cette sculpture? Elle est passée où finalement? Parce que c'était quand même ça qui avait une fonction dans le parc. On se retrouvait devant la sculpture le jour du baptême du petit, les jours du mariage. C'était là où on faisait les photos. Où est la sculpture? Donc on a passé 6 mois à chercher cette sculpture. Elle avait été vandalisée. Et on l'a trouvée dans la cabane des jardiniers. On a gratté un peu, c'est une sculpture en marbre de Carrara, incroyable. Et j'avais une stagiaire qui a fait des recherches, qui est allée au musée d'Orsay. Elle a fait une enquête sur l'artiste, qui est le sculpteur, qui est belge. Et finalement, on s'est dit, mais c'est ça le projet pour commencer. Il faut qu'on restaure cette œuvre, il faut qu'on la remette dans le quartier. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on a fait. On a fait restaurer par des restaurateurs. On a retrouvé le blanc du marbre de Carrara. Et l'artiste, là où il manquait des éléments, parce qu'il manquait quand même la tête et le bras, l'artiste a proposé, à partir d'une anecdote de la dame qui est au milieu avec la veste noir et blanc, elle disait que quand elle était petite, il y avait un personnage dans le quartier qui s'appelait la tigresse. Les filles, on leur dit, mais si vous êtes pas sage, vous allez devenir comme la tigresse, parce qu'elle était méchante. Elle faisait la contrebande. C'est une femme résolue moderne, en fait. Elle était très forte. Elle n'avait pas peur des hommes. Et donc, du coup, la tigresse, c'était quand même un personnage dans le quartier. Donc, on retrouve aussi les histoires de quartier. C'est une femme, qu'on dirait maintenant, une femme indépendante. La femme qui lit, en fait, c'est une liseuse, elle lit. C'est la femme du patron de l'usine. Et les femmes du quartier, ça leur représentait pas, en fait. Voilà. Donc, comment on peut parler de tout ça? Voilà. Donc, chaque projet, c'est des histoires. On va parler maintenant un petit peu de la méthodologie. Là, c'est une sculpture aussi. On fait pas que des sculptures, mais là, pour commencer, on va rester sur la sculpture. Nous, on a été contactés par un gars qui travaille dans un centre social, dans une maison de quartier. Il a dit, nous, à Roubaix, c'est aussi à Roubaix, il n'y a que pour la piscine, mais il n'y a rien chez nous. Pourquoi nous, on n'a pas droit à avoir des œuvres d'art chez nous? On a dit, pas de problème, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous, on veut une œuvre, mais on veut une œuvre en bronze dans notre quartier. On en a parlé à la ville, et la ville dit, non, mais c'est pas possible. Dans ce quartier-là, une œuvre en bronze, ça va être volé tout de suite. Bon, on a dit, on avance un petit peu, on va voir comment ça se passe. Et donc, on a travaillé sur un cahier des charges avec ce groupe de Roubaix, et on leur a demandé exactement quel était l'objectif, qu'est-ce qu'on voulait faire avec cette œuvre. Et finalement, c'était ça, en fait. C'était pour dire à la mairie, pour dire au quartier, nous aussi, on le vaut bien. On le vaut bien, et donc il faut que ce soit une œuvre de valeur, et on veut un artiste connu.
On veut pas un artiste débutant. On veut un artiste connu. On veut que les gens viennent chez nous pour voir cette œuvre. Donc ça, c'est quand même compliqué, mais c'est ça le but du cahier des charges. On est assez clair sur les objectifs. Donc nous, on a proposé. Et puis, c'est des personnalités fortes. Donc, il a fallu trouver un artiste personnalité forte. Donc, on a proposé un artiste belge qui s'appelle Wim Delvoye. Wim Delvoye, c'est une personnalité forte. Et ils se sont entendus très, très bien. Et Wim Delvoye a vu le cahier des charges. Et dans le cahier des charges, en termes de sujet, il fallait trouver un sujet qui ne pose pas trop de problèmes pour toutes les différentes populations à Roubaix. On ne voulait pas créer une histoire, on ne voulait pas créer un scandale. Et donc, la notion du sport est très vite émergée. Et donc, c'est le disque-ball de Miron, mais revu et corrigé. Voilà, par en vrille. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et c'est une œuvre en bronze. Et c'est une œuvre en bronze qui vit extrêmement bien. Elle est magnifique. Voilà, il n'y a jamais eu de problème. Non, mais ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que finalement, non seulement donc on a pu entraîner tous les services techniques avec nous, le paysagiste de la ville a dit, mais peut-être, puisque je dois refaire ce parc, on pourrait attendre, et je fais le parc autour de l'œuvre. Et là, on n'avait pas demandé autant. Et du coup, le parc a été conçu avec l'artiste, avec les commanditaires, avec le paysage, autour de l'œuvre. Et donc, une cohérence qu'on n'aurait jamais osé demander. Et voilà. Donc ce sont des petits projets, c'est des projets, ça date de 2010, mais qui nous permettent, nous aussi, de comprendre. Parce que tout ça, on apprend. Chaque projet nous permet de comprendre, Donc, vous avez compris, on a des commanditaires. On a des gens qui sont engagés, qui veulent s'engager dans une aventure. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ce projet-là, ça n'a pas duré très longtemps, mais on a quand même perdu un peu de temps, entre guillemets, parce qu'il fallait attendre que le parc se fasse. Voilà, donc on a dû attendre. On a des commanditaires, et nous, notre rôle en tant que médiateur-producteur, c'est d'écouter, faire le diagnostic, de faire des réunions avec la mairie, parce que souvent on travaille avec la collectivité, et de voir jusqu'où on peut aller. Voilà. Et je voulais juste aller, parce que je pense qu'il y a aussi des gens qui s'intéressent au patrimoine. Quand nous sommes allés voir la mairie pour financer cette œuvre, ils ont dit, c'est super, Wim Delvoye, incroyable, mais comment on va faire pour financer cette œuvre? Et donc là, on a sorti notre petite phrase magique, et je vous le donne, allez. Mais ça, c'est du patrimoine du futur. On est en train de faire du patrimoine, et ça, c'est le patrimoine du futur. Ça, on ne va pas le déboulonner tout de suite. Hein. C'est là pour un moment. Et donc, je lui ai proposé de regarder côté patrimoine, parce qu'il y a sûrement une petite enveloppe qui traîne côté patrimoine. Et banco. Parce que c'est du patrimoine. Voilà. Et donc, ça permet aussi de réfléchir à ce qu'on fait. Parce qu'on fait des projets qui vont durer, pas tous, ça dépend lesquels, mais il y a des œuvres qui sont faites pour durer. Voilà. On va partir maintenant un petit peu dans le milieu rural, parce qu'on ne travaille pas que en ville. Vous connaissez, je pense, Holt, vous connaissez peut-être le phare. Là, donc, il y a des commanditaires. Donc, il y a 3 personnes de Holt qui nous ont demandé de faire un projet autour de ce phare, parce qu'ils pensent qu'une œuvre artistique va permettre d'attirer l'attention sur le phare, avec l'objectif aussi d'ouvrir le phare au public. Donc, il y a un cahier de charges double. L'œuvre va permettre aussi de négocier l'ouverture du phare. Voilà. Et donc, il y a un artiste qui s'appelle Grégory Bucher qui est en train de réfléchir sur une œuvre, mais pas sur le phare. Le phare est magnifique. Là, c'est du patrimoine, il ne faut pas toucher. Par contre, on peut attirer l'attention vers le phare en faisant quelque chose, peut-être en ville, qui répond au phare. Donc là, on est en train de travailler sur un projet lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est que les phares et balises qui gèrent le phare, ils sont déjà d'accord pour ouvrir le phare. Ils sont déjà d'accord que l'artiste puisse peut-être mettre un transmetteur à partir du phare. Et donc ça, c'est un projet très simple, mais qui va avoir une répercussion assez importante dans la ville. Mais comme c'est une petite ville, vous le savez, on ne peut pas juste arriver comme ça.
en disant, voilà, nous, on est là, on va travailler avec 2 personnes dans la vie, 3 personnes, et on va transformer. Non, on a décidé de partir sur un projet de 3 mois de résidence d'artistes. Parce que c'est souvent les artistes qui nous permettent de comprendre où on est. Ce projet, c'est la 3e année de notre schéma de 3 ans, où on a décidé quelle approche avoir. Et pendant 2 ans, on s'est mis beaucoup autour de la table, on essaie de comprendre, de rencontrer le maximum d'associations et de finalement se fondre aussi dans cette communauté. On aime beaucoup aller à Holt, donc voilà, on commence à faire partie un petit peu aussi du paysage, mais de bien comprendre l'histoire de Holt, l'érosion, tous les enjeux de cette petite commune. Et on a invité des artistes. Et la première année, on a invité Monobloc pour faire une radio. Et ce sont des jeunes artistes, mais qui ont installé leur base camp dans un magasin qui à l'époque était vide, mais maintenant tous les magasins à Holt ont l'air de fonctionner beaucoup mieux. Et donc les artistes ont rencontré tous les habitants à Holt. Mais on travaille avec des artistes, c'est les artistes aussi qui nous aident à faire le diagnostic. Ce sont les artistes qui nous permettent de rencontrer les personnes clés. Ce sont les artistes qui nous permettent de voir des choses que nous, on ne voit pas. Voilà. Donc, c'est aussi une démarche intéressante avant même de décider ce qu'on va faire sur le phare. On est mieux armé pour faire une proposition quand on a mieux compris où on est. Il faut prendre un petit peu de temps. Vous avez peut-être entendu parler de ce festival, Slack, c'était en 2015. On était invité par le département du Pas-de-Calais à créer un festival. Donc, c'était un concours, c'était un appel d'offres. Donc, voilà, on a eu l'appel d'offres. Mais aussi parce que je pense l'idée du département, c'était de faire des œuvres land art sur la côte de la côte d'Opale. Et nous semblait que la côte était tellement beau qu'il fallait faire très attention et pas faire n'importe quoi dans l'espace public, parce que c'est aussi l'espace public. Et notre point de vue, c'était d'une, que les gens marchent, que les gens découvrent les œuvres à pied, c'est possible, et 2, que les œuvres nous permettent de mieux voir le paysage. Parce que c'est ça aussi, la fonction de l'art. C'est qu'on regarde les choses autrement. Voilà. Et que les œuvres aient une vraie fonction de ce point de vue-là. On ne voulait pas les œuvres qui arrivent comme ça. Enfin, un artiste collectif qui s'appelle les frères Chapuisat, quand il est venu sur la côte d'Opale, et vous connaissez, je pense, un peu ces vues-là, il y a beaucoup de vent. Et donc, en discutant avec lui, on s'est dit, bah oui, ce serait bien de proposer un abri, en fait. Donc, ce sont des œuvres à fonction d'usage, mais c'est aussi des œuvres, c'est une technique très particulière de bois. Mais pour faire cette œuvre-là, on ne pouvait pas s'installer dans l'espace public. Là, c'est pas l'espace public, c'est un terrain qui est travaillé par un paysan. Et donc, il a fallu négocier avec le paysan et aussi négocier avec le conservateur du littoral. Voilà, donc on est encore dans le schéma, il faut savoir où on est. Le paysan était très cool. On lui a dit, on s'installe, 3 mois, on s'en va, pas de problème. Et donc, il a été très ouvert. Et ce petit abri, on peut aller à l'intérieur, enfin, on pouvait aller à l'intérieur parce que ça n'existe plus, malheureusement. C'était le deal, hein, ce sont des œuvres qui sont là temporairement. Ce sont des œuvres pour 3 mois. Et on pouvait aller à l'intérieur, on était protégé du vent, mais on pouvait aussi voir la vue. Là, c'est un projet d'un artiste qui s'appelle Janusz Tega, d'origine polonaise, qui travaille sur les motifs des rouleaux utilisés pour le papier peint. Et là, pareil, donc ce sont des œuvres qui ont été conçues et créées avec le fermier, celui qui c'est sa grange. Et lui voulait que cette œuvre reste. Et là, malheureusement, on a dû l'enlever parce que c'était pas un projet qui était prévu pour rester. Donc ça aussi, c'est problématique dans l'espace public. En général, il faut se dire, bon voilà, c'est un projet de 3 mois ou c'est un projet pour 300 ans. Faut qu'on sache un petit peu ce qu'on fait. On avait prévu des balades, des circuits, et on voulait aussi des bancs pour que les gens puissent apprécier le paysage. Donc ça, c'est le banc à Bernic. Ça, c'est un banc que vous pouvez encore pratiquer. Elle est installée, elle a été achetée par la ville de Tardingan. Et donc, vous pouvez admirer la vue et le banc est toujours là. La même chose, l'artiste qui a fait ce banc, Nicolas Floch, maintenant il dit, si je devais refaire cette œuvre, je ne sais pas si j'utiliserais du résine, je ne sais pas si finalement l'alu c'est vraiment ce que j'aurais fait. Voilà, donc ce sont des œuvres aussi qui marquent
un temps, qui marque une époque. Donc ça, c'est le projet d'un artiste qui s'appelle Mark Dion. Et pour nous, c'était un oiseau qui se baladait. Donc les œuvres qui se baladent, les œuvres qui, on les trouve un jour dans cet endroit-là et le lendemain, on va le découvrir ailleurs. Et ça, c'était aussi important, c'est de garder un petit peu ces phénomènes de surprise des œuvres qu'on ne s'attend pas de voir. Et en fait, c'est un guichet d'information. On peut avoir des infos sur le festival, mais aussi des informations sur des mouettes, très compliquées les mouettes, surtout sur la côte, les gens n'aiment pas. Et donc, on a fait beaucoup de travail de pédagogie autour des mouettes. Et puis, une œuvre pérenne. Donc, il s'est demandé d'avoir une œuvre pérenne, mais une œuvre, dans le cahier des charges, était de parler de l'histoire de la côte. Donc, on a le château de sable, mais c'est aussi en référence au château sur la côte. Ce sont des cailloux, pommes de terre, ça c'est la nouvelle économie, l'ancienne économie, les crabes. Et donc, ce sont des œuvres en bronze qui sont praticables. Dans le cahier des charges, il fallait que ces œuvres puissent être pratiquées par les enfants. Des œuvres qui ne soient pas sacrées. Donc, c'est costaud, on peut se mettre dessus, il n'y a aucun problème. Et ça aussi, c'était dans le cahier des charges. Voilà. Très important que ces œuvres puissent être pratiquées. Donc, on l'a dit en introduction, il y a une méthodologie dans la façon, nous on travaille toujours avec une méthodologie. C'est une méthodologie qui s'appelle les nouveaux commanditaires. Vous avez compris peut-être, les nouveaux commanditaires, ça peut être tout le monde. Lucie a dit en introduction les œuvres qu'on connaît qui sont emblématiques, ce sont des œuvres de la commande publique, ce sont des œuvres qui ont été commandées dans un contexte spécifique, mais en fait l'action des nouveaux commanditaires, il manque un S à commanditaire, tout le monde peut être commanditaire. Il n'y a rien dans la Constitution française qui dit qu'on n'a pas le droit de s'impliquer dans un projet culturel. Voilà. Après, il faut avoir l'information, il faut avoir envie, mais c'est de plus en plus important. Et dans le cadre des droits culturels, dont on parle beaucoup, vous connaissez cette notion de droit culturel peut-être, les nouveaux commanditaires, c'est les droits culturels, mais on a commencé dans les années 90. Donc c'est une action qui a été initiée par la Fondation de France, qui permet à tous les citoyens qui le désirent, isolés ou regroupés, de prendre l'initiative d'une commande à des artistes contemporains. Là, je vous ai montré beaucoup de projets art plastique. Mais il y a maintenant des projets dans le cadre du théâtre, de la musique, de la danse. Nous, on a fait un projet avec Christian Rizzo. On a déjà fait la musique. J'ai des collègues qui travaillent avec des scènes nationales. C'est multidiscipline. Voilà. Donc, on est en train d'expérimenter d'autres façons de faire. Quand je dis que c'est initié par la Fondation de France, c'est un concept d'un artiste qui s'appelle François Herse. C'est important de le dire. Cette méthodologie, c'est un protocole. Il y a beaucoup d'artistes qui inventent ce qu'on appelle les protocoles. C'est un patron à suivre. Et c'est François Herse qui, en tant que photographe, se posait la question de sa relation avec la société. Et pour lui, c'était important, en fait, de bousculer les choses. Il avait envie, comme beaucoup d'artistes, vous le savez, dans les années 60, 70, se poser la question du monde de l'art, du monde institutionnel, leur place. Il y a les land artistes, les artistes qui ont fait des œuvres qu'on connaît, des œuvres énormes, complètement en dehors du système. Et lui, sa réponse, c'est de se dire, en fait, on va simplement changer les rôles de chacun. L'artiste ne sera pas là en premier, l'artiste va arriver après. L'artiste va répondre à un enjeu, à un projet qui a été identifié par ceux qui en ont besoin. Les gens avec qui on travaille, ils ont identifié le besoin. Et donc, ce protocole identifie très clairement les rôles des uns et des autres. Il y a le citoyen commanditaire. C'est vraiment une action citoyenne. Et on parle de plus en plus de la nécessité de retrouver ces initiatives citoyennes, de s'impliquer pour de vrai. Le médiateur producteur, donc ça peut être nous, au milieu, pour faire les go-between. Producteur parce que souvent, il faut chercher de l'argent. Donc, il y a aussi cette démarche qui s'intègre à notre travail avec les citoyens,
avec les citoyens, on ne le fait pas pour eux, on le fait avec eux et l'artiste. Et l'artiste qui vient répondre à un enjeu qui était identifié. Et évidemment, on ne fait pas ça hors sol, on fait ça avec les partenaires publics, les partenaires privés, et on est tous autour de la table, tout se fait autour de la table. Là, j'ai créé une diplôme universitaire, on a formé 37 jeunes médiateurs, dont certains on va accompagner, et en général, ils sont attachés à des structures associatives ou des structures labellisées, scène nationale au centre d'art. Voilà. C'est vrai que producteur, on pense cinéma, on pense privé, mais là, en fait, on est tous dans les structures associatives. Voilà. Donc, on est dans le but non lucratif. Voilà. On n'est pas une agence privée. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec la notion de rôle, c'est en fait, ça pose la question du rôle de chacun. Parce que là, on a la possibilité d'activer un espace public en étant citoyen, engagé, commanditaire. Mais parfois, et souvent, on a besoin de quelqu'un qui s'y connaît. Donc ça peut être le rôle, donc du coup, du médiateur-producteur. Ça peut être une structure locale qui joue ce rôle-là. L'artiste, du coup, va répondre à des personnes qui sont identifiées. Et l'artiste travaille hors le milieu de l'art. C'est-à-dire que l'artiste, qui est certes renommé parfois et connu, ou sinon un artiste qui démarre sa carrière, fonctionne avec nous très différemment. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est sa capacité d'avoir une discussion avec les commanditaires. Il y a parfois des artistes, ça les intéresse pas. Ils veulent pas discuter avec les gens du quartier. Ben, c'est pas grave, mais on choisit un autre artiste à ce moment-là. Parce que pour nous, chaque projet, c'est une aventure humaine. Et pour certains, ça change leur vie. Ça peut être très, très important pour des personnes de s'engager dans un projet comme ça. Et quand les partenaires publics et privés, c'est aussi une manière pour les élus, par exemple, de laisser les commanditaires agir sur le terrain. Régulièrement, on est en contact, évidemment, avec les élus, parce que c'est l'espace public, c'est la collectivité. Mais en quelque sorte, ça permet à ce que tout le monde change un peu de place et pour laisser d'autres prendre la responsabilité. Parce que là, ce dont on parle, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité quand même de faire arriver une œuvre qui va durer 300 ans ou plus dans l'espace public. Parce que finalement, nous, les médiateurs, c'est pas notre projet. Même si on est évidemment impliqué, c'est pas notre projet, c'est leur projet. Et donc, du coup, il faut aussi créer on va dire, c'est une espèce de contrat moral que tout le monde se trouve. Il ne faut pas que quelqu'un se trouve pas à leur place dans ce type de projet. J'ai encore 2-3 projets, mais qui sont un peu emblématiques de cette méthodologie. Donc, j'avais envie de vous parler de ce projet-là. Donc, c'est le pigeonnier de Caudry. C'est un pigeonnier, vous avez peut-être vu, vous connaissez ? Oui, vous avez déjà visité? Vous êtes colombophile? Non? Vous avez vu récemment ou il y a longtemps? L'an dernier, d'accord, parce qu'elle a été voilà, vous avez vu la version refaite. Là, elle est entourée d'arbres maintenant. Ça, c'était une photo qui date d'un petit moment. Voilà, cette chose, ce pigeonnier qui est quand même un pigeonnier un peu futuristique. Hein. C'est un pigeonnier d'un designer qui s'appelle Nathalie Grasset. Elle a répondu à une demande de 4 personnes, dont 2 colombophiles et 2 personnes qui s'occupent de ce base de loisirs à Caudry. Et ce qui les intéressait, eux, c'est la tradition de la colombophilie, qui est très importante dans le Nord, sûrement aussi par ici. Nous, on découvre ce que c'est la colombophilie. C'est ça qui est génial. C'est que chaque fois, on découvre une tradition, on découvre des pratiques, on découvre des quartiers, on découvre les gens. Et là, donc, on a 4 personnes, 4 hommes, en l'occurrence, qui disent, nous, on s'inquiète parce que les jeunes ne s'intéressent pas à ça. C'est notre passion, comment on va faire? Et initialement, ils pensaient faire un film. Et on se demandait s'il n'y avait pas une autre manière d'impliquer les jeunes. Et finalement, l'idée de faire un pigeonnier ouvert au public, en fait, c'est assez révolutionnaire.
parce que c'est très secret ce qui se passe au fond du jardin. Le colombophile, il veut pas que les autres sachent la quantité de graines, enfin, c'est un peu secret. Et donc, on a proposé de un peu bousculer les habitudes. Et là, c'est un pigeonnier ouvert au public, avec des pigeons dedans. Et parce que c'est un peu technique, nous, et on était des jeunes médiateurs, on n'a pas voulu prendre le risque d'inviter un artiste à dessiner quelque chose et après que ce soit à nous de nous débrouiller pour savoir comment faire. On a proposé un artiste, designer, qui s'appelle Mathélie Crassé. Et c'est Mathélie Crassé, que vous connaissez peut-être, qui a fait ce projet. Et Mathélie Crassé n'avait jamais fait quelque chose à l'époque de plus grand qu'un transistor. Vous avez peut-être vu ses projets récents. Elle est assez prolifique. Mais pour elle, c'est la première fois qu'elle expérimente de l'architecture, micro-architecture. Et donc, pour elle, c'est un projet très important. Pour nous, c'est un projet important parce que c'était vraiment aussi une manière de travailler cette notion de tradition et de contemporanéité. C'est du design, mais on parle d'un pigeonnier. Et quand nous avons présenté le projet au maire de Caudry, il a dit « Non, mais je ne comprends pas. Les pigeonniers, c'est en briques. » Et donc, on a dit « Oui, mais monsieur le maire, là, c'est un pigeonnier actuel, maintenant. » Il dit « Oui, mais j'aime pas l'orange. » Bah oui, mais bon, c'est un peu l'artiste, enfin, c'est le designer, elle est un peu accro orange, voilà, c'est un peu... Bon, il était moyennement convaincu. Le jour de l'inauguration, il était convaincu. Voilà, il est encore convaincu, à tel point que quand le pigeonnier avait besoin d'être rénové, parce que le bois a bougé, c'était inauguré en 2003, hein, bah, c'est la ville qui a rénové le pigeonnier. Parce que ça a une fonction, parce que ça marche, parce qu'il y a des pigeons, parce qu'il y a des jeunes qui vont découvrir ce que c'est la colombophilie. Donc c'est un projet qui est très emblématique de comment on arrive parfois, voilà, à pallier l'ancien, le nouveau, la tradition et le moderne. Et pour terminer sur l'espace public, donc la définition de l'espace public, c'est un espace utilisé par tous, accessible par tous, ça c'est pas toujours le cas, on le sait, l'espace public urbain n'est pas toujours praticable par tous, mais l'espace public c'est aussi l'école, c'est aussi les espaces partagés qui ont un service public, qui rend service. Et là, donc, vous avez une magnifique image d'un artiste qui s'appelle Hugo Kostova et un groupe d'élèves du lycée Pasteur à Lille. Et donc, on a rencontré un prof du lycée et on a discuté avec les élèves. Et les élèves nous ont dit, nous, on supporte plus la sonnerie à l'école. Faites quelque chose. Et en fait, la sonnerie, à l'époque, c'était pas terrible, c'était pas mal. Enfin, je veux dire, maintenant, les sonneries, on peut choisir dans un catalogue. Je veux dire, c'est pas comme avant. Mais psychologiquement, ils sont en seconde et en premier, quand on démarre le projet, après en terminale, quand on l'a inauguré, c'est psychologique. Voilà. Cet appel le lundi matin, c'est insupportable. Voilà. Et donc, on a travaillé avec Hugo. La première phase du projet, c'était d'essayer d'écrire un cahier des charges pour que l'artiste comprenne exactement ce qu'il voulait. C'est très difficile de décrire, on n'aime pas ça, mais en fait on veut ça. Donc on a travaillé 6 mois avec le prof d'art plastique et Hugo, qui a vraiment fait un travail pédagogique sur la notion du son, de musique, de musac, de jingle, de pop, de sampling. On est arrivé à des mots-clés. Donc les mots-clés, c'est plutôt zen, calme, rassurant. Voilà, finalement c'était quelque chose de assez... zen qui voulait, mais de temps en temps avec un petit peu de jazz, un petit peu de punch. Voilà. Donc il a fallu lui qui compose les pistes sonores pour que toute la communauté de l'école fonctionne avec une sonnerie qui ne soit pas une sonnerie. Et donc c'est toute une culture qu'on a introduite dans l'école, c'est qu'il n'y ait plus de sonnerie en fait. Ça a fonctionné 5 ans et en fin de cours, en fait c'est souvent un élève qui dit « Ah, c'est la fin » et on entend la musique. Parce qu'au début, on n'entend pas. Et la musique, on va dire musique entre guillemets, le son, accompagne aussi les élèves dans les couloirs entre 2 cours. Voilà. Donc, imaginez que c'est lundi matin. Donc, vous arrivez à l'école. Hein. Il est 8 heures, les élèves sont devant et là, ils rentrent.
Bonjour. Voilà. Donc, vous pouvez on les trouve sur SoundCloud. Le vendredi soir, parce qu'il n'y a plus école le samedi matin, le vendredi soir, c'est un truc de jazz incroyable. Et le son n'est pas le même dans toutes les parties du bâtiment. Le son change en fonction du bâtiment. Dans la partie administrative, c'est très cool, hein, parce que, voilà, les secrétaires ont demandé que ce soit quelque chose qui soit continuellement très zen. Voilà. Donc, l'artiste a dû composer aussi avec la communauté et prendre en compte les besoins de chacun. Voilà. Donc, c'est un projet initié par quelques élèves, avec un proviseur extrêmement, même audacieux, je dirais, parce que pas tous les profs étaient contents. Voilà. Mais il assumait avec un CPE super. Et donc, pendant 5 ans, ce projet, à l'initiative de quelques élèves, a complètement changé l'expérience. Et les élèves, ils en parlent. Moi, j'ai rencontré des élèves qui ont été au lycée Pasteur. Ils en parlent, ça leur marque. Il y a d'autres lycées. Maintenant, tous les lycées, ils veulent qu'on fasse ça chez eux. Là, on est dans la serre équatoriale à Lille, avec les agents de la ville de Lille. Hein, ils travaillent d'une part pour la ville dans les espaces verts, et à droite, vous avez un astrophysicien qui est en fait à son laboratoire aussi dans le jardin des plantes. Et donc, c'est une rencontre entre deux mondes, mais en fait qui sont dans le même monde. Leur vie, leur travail est rythmé par les mêmes éléments, par les planètes, par le soleil, par la lune. Et il y avait une envie de raconter cette histoire. Donc c'est une performance. C'est un protocole qui a été écrit par 2 artistes. Et donc c'est eux qui sont les performants. En fait, ils expliquent leur travail, mais d'une manière très poétique. Et ça se fait dans la serre équatoriale. Et ça s'appelle le jour du cosmos. Donc c'est une tradition qui a été instaurée, le jour du cosmos, en juin, à la fête des jardins. Ce sont eux qui racontent et qui valorisent leur travail. Là, le cahier des charges, c'est de valoriser en fait leur travail, de faire connaître au public, au grand public, ce qu'ils font. Voilà. Donc les performances, les rituels, c'est quelque chose sur lequel on travaille de plus en plus. Donc c'est pas forcément une œuvre qui est là pour toujours, mais c'est un moment partagé avec un public autour d'une question qui est importante pour ceux qui commandent. Donc ce sont les commanditaires, mais qui finalement, c'est eux qui font la pièce. Ça, c'est un couloir d'un hôpital à Lille aussi, où on nous a demandé de transformer cet espace. Et le cahier des charges était de travailler sur la notion d'ouverture, de jardin. On voit pas très bien parce que c'est un peu tordu, mais vous avez aussi des images à droite des serres, des serres botaniques tout autour de l'île métropole. Et donc ce sont des portes, des sorties pour sortir de l'hôpital, mais métaphoriquement évidemment. Et ça parle aussi de soins. On s'occupe des plantes. De la même manière, parce que voilà, on va à l'hôpital pour qu'on nous soigne, et donc ça parle d'accueil, de seuil. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'hospitalité qu'on reçoit quand on va à l'hôpital, par exemple? Comment les visiteurs, quelle expérience on donne à un visiteur dans un hôpital? Voilà, c'était toutes les questions qu'on s'est posées, et donc du coup, on a pu transformer ce couloir en jardin hospitalier. Voilà, pour pallier à ces espaces à l'hôpital qui sont souvent très dénués d'âme et de convivialité et de chaleur. Merci beaucoup. On a eu un panel très très large de ce qu'on peut imaginer pour l'art dans l'espace public, que ce soit dans la ville ou justement plus au large, au grand air avec la côte d'Opale. Des œuvres qui sont à la fois des objets, des sculptures, et d'autres qui sont invisibles, qui innervent un lycée, qui reprennent un autre sens avec une autre activation.
moi, je vais peut-être commencer. C'est le moment des questions, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je vais en lancer une. Comment est-ce que donc vous avez parlé des 3 protagonistes que sont en effet le citoyen, le médiateur producteur et l'artiste. Évidemment, dans un projet, il y en a un qui arrive en premier. C'est lequel? Et puis globalement, ma question, c'est aussi, on sait à quel point les artistes nous font voir les choses différemment dans une ville ou sur un secteur. On a besoin de ce regard. Comment est-ce que vous travaillez cet équilibre qui, j'imagine, est assez subtil entre un cahier des charges à écrire, une commande, et à la fois envie d'avoir un regard neuf d'un artiste qui l'apporte sur un territoire? Comment est-ce que vous arrivez à jouer de cet équilibre-là? Vous avez compris, c'est toujours les commanditaires en premier. Voilà. L'artiste n'est pas là. Et l'artiste va peut-être arriver 1 an plus tard, parce qu'il faut du temps pour comprendre. Parfois, il nous faut vraiment du temps. Les commanditaires nous arrivent par différents moyens, mais disons qu'on est autour de la table et on est en train d'écrire le cahier des charges. Le cahier des charges, pour nous, c'est pour comprendre les enjeux. Il faut du temps pour que les non-dits sortent. Et parfois, il faut un peu de temps pour se connaître. Peut-être les commanditaires, entre eux, ne se connaissent pas. Ce n'est pas forcément une bande de copains. Ça peut être une association, ça peut être des gens qui se réunissent autour d'un quartier, mais en fait, ce sont des voisins qui ne se connaissent pas. Donc nous, notre job aussi, dans un premier temps, c'est qu'on se connaisse. Donc ça veut dire on va faire des sorties, on va aller voir une exposition, on va prendre un train pour aller à Paris. Et aussi pour qu'on ait une culture partagée, pour qu'on a vu des choses ensemble, pour qu'ensuite on est plus soudés pour porter le projet ensemble. Voilà. Donc il y a ce travail de faire groupe, de faire société, de faire mini-société entre nous. Ensuite, le cahier des charges, c'est pour comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui nous anime? Parce que du coup, on fait partie du groupe, mais on écoute. Nous, on est là en back-office, mais on écoute. On est avec eux autour de la table. Et il faut aussi qu'on comprenne, est-ce que c'est plutôt un projet de théâtre? Est-ce que c'est une performance? Est-ce que c'est une œuvre sur un socle? On en a vu, il y a quelques œuvres. Il fallait faire une œuvre sur un socle. C'était important. Mais ça peut être tellement d'autres choses. Par contre, ce qu'on ne dit pas dans le cahier des charges, c'est ce que l'artiste doit faire. Et donc, il y a des cahiers des charges qui sont même assez vagues parce que c'est tellement ouvert. En fait, il nous faut juste un artiste qui nous aide. Donc parfois, l'artiste nous aide vraiment à voir plus clair. Je vous ai montré le projet avec la liseuse, la tigresse, la femme tigresse. Là, le cahier des charges, on a vraiment cerné le sujet le plus important parce qu'il voulait aussi une table, il voulait aussi pour faire du pétanque, il voulait plein de choses. Et c'est l'artiste qui nous a permis de voir plus clair. Mais parfois, c'est assez clair dès le début. Quand les élèves nous demandent une sonnerie, voilà, on n'a pas trop à se poser la question, il faut juste trouver le bon artiste. Voilà. Et Hugo, on a tourné autour, on se disait, on a pensé à des artistes qui travaillent le son, il y a des noms. Et finalement, en fait, Hugo, c'est un artiste avec qui on a travaillé quand il était tout juste aussi sorti des Beaux-Arts. Et on s'est dit, non mais ça c'est pour Hugo. Mais il n'avait jamais fait ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais c'est comme Nathalie Crassier. Souvent, surtout avec des artistes, même si l'artiste ne l'a jamais fait, l'artiste a fait d'autres choses, donc on sait. Donc le cahier des charges n'est pas prescriptif. Et le rôle de celui ou celle qui se trouve entre le groupe des commanditaires et l'artiste, c'est de faire que les commanditaires à la fin se disent « Ah oui, on n'aurait jamais pensé à ça, mais c'est génial. » Voilà. Et que l'artiste dit oh, j'aurais jamais pensé que je pourrais faire un projet comme ça. Voilà. Et évidemment, c'est la chimie. C'est la chimie et ça marche parfois à fond et parfois ça marche, mais il faut ajuster. Et c'est là où il y a la négociation. Celui qui est au milieu ou celle qui est au milieu doit faire en sorte à ce que les deux parties prenantes à la fin sont contents, heureux. Il faut que ce soit une œuvre qui fasse communauté, parce que les commanditaires vont ensuite faire communauté autour de leur projet. Après, il y a toutes les difficultés. Là, on ne parle pas des difficultés ce soir, mais je veux dire, il y a toutes les difficultés de permis de construire, de pouvoir avoir la place qu'on veut dans la ville et de négocier. On négocie tout le temps. Tout le monde négocie. Et parfois, on doit négocier avec les commanditaires. Il y a une image, vous ne l'avez pas vue, avec des dames autour de la table.
Il y en a une ou deux, elles sont grognons. Parce qu'elles ne sont pas très contentes à l'idée qu'on va mettre en valeur la tigresse. Il a fallu du temps. Et finalement, c'est les commanditaires entre elles qui ont réussi à convaincre les unes les autres. Parce que nous, c'était pas à nous de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi la salle? Dans le cadre des œuvres éphémères, qu'est-ce qui définit exactement le temps de l'installation, justement? Le temps de l'installation, c'est-à-dire... Le temps qu'elle reste. Ah, alors, dans le cadre d'un festival, il y avait 2 projets dans le cadre du festival Slack, pour lesquels on a travaillé avec les associations sur le territoire, mais on savait que les œuvres allaient rester que 3 mois. Mais cette œuvre, l'œuvre qui est sortie à partir de ce dialogue avec l'association, mais c'était le deal que ça resterait pas. Voilà. On peut imaginer des œuvres qui soient aussi la musique, mais de la musique qui est jouée à certains moments, ou comme le jour du Cosmos, qui est un rituel tous les ans. Donc c'est défini en amont. Mais on peut inventer ce qu'on veut, en fait. Et la notion d'œuvre qui ne reste pas pour toujours est aussi intéressante parce qu'il y a aussi la question de la maintenance. On l'a évoqué plusieurs fois. On a pu restaurer Bob, la friterie. On a pu restaurer le pigeonnier, mais il y a plus de 400 œuvres. On n'est pas les seuls. Hein. Il y a plein de gens qui font des projets comme ça. En France, il y a des œuvres qui sont en souffrance. Les œuvres, il faut s'en occuper. Ou il faut les enlever. Voilà. J'en profite, j'ai une question en attendant. Est-ce qu'il y a des œuvres qui ont été jugées avant qu'elles soient terminées sur place et cela vous aurait posé problème? Je pense par exemple à un cas célèbre, la sculpture de Dubuffet devant le Macval. Ça a été un cas d'école pour justement permettre à l'artiste de défendre ce qu'il appelait le pouvoir de faire, c'est-à-dire laisser l'artiste s'exprimer jusqu'au bout et vous jugerez ensuite. Est-ce que ça, c'est une chose à laquelle vous êtes déjà confronté? Ce qui est intéressant dans la méthodologie nouveau commanditaire, c'est qu'il y a les commanditaires. Donc eux, ils sont convaincus. Donc l'artiste n'est pas tout seul. L'artiste, il répond à des gens qu'il a identifiés, avec qui il a passé du temps. Parce qu'ensuite, lui aussi, il se met autour de la table. Mais, par exemple, à Roubaix, on a parlé d'une œuvre d'Iscobolos, de Wim Delvoye. Wim Delvoye, pour ceux qui connaissent l'artiste, il a un petit penchant pour faire des œuvres un peu qui provoquent, voilà, qui sont un petit peu sulfureuses. Et nous, on ne voulait pas trop tôt annoncer qu'on a travaillé avec Wim Delvoye parce qu'on savait que tout le monde allait se dire « Oh là là, catastrophe, c'est quoi cette histoire ?» Et en effet, quand la Voix du Nord a compris, quand on travaille avec Wim Delvoye, on a eu droit à un article. Mais ils n'avaient même pas vu l'œuvre. Et quand l'œuvre est arrivée, ils étaient même un peu déçus. Parce que c'était en quelque sorte délibérément classique. Parce que finalement, Wim Delvoye, il a joué un espèce de double tour en faisant quelque chose qui jouait sur le classique. Voilà. Le problème qu'on a eu aussi, mais ça on a appris, c'est que les commanditaires étaient à fond sur le parc, mais les riverains qui n'étaient pas commanditaires, qui avaient appris qu'il y avait un parc autour de l'œuvre, ils ont dit « Ok, mais où est le parc pour les enfants ?» Et donc, du coup, on a dû intégrer dans le projet des jeux pour enfants, ce qui n'était pas du tout dans le projet à l'origine. Mais ça semblait évident qu'on le fasse. Voilà. Donc, c'est un peu dommage parce que parfois, dans les photos, on a les jeux d'enfants qui ne sont pas spécialement esthétiques, mais peu importe, parce que c'est un projet, et pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Oui, bonsoir. J'ai une question pour le début du projet. Comment est financé le projet? Il y a les commanditeurs, après il y a le travail avec la mairie, avec l'agglo, enfin avec le patron de l'espace public. Oui. Mais avant d'en arriver là, comment vous êtes financé? Oui. Comment le premier C'est une travail? Bonne question. Oui. C'est une bonne question. Alors, il y a de l'historique et puis il y a maintenant.
L'historique, en fait, c'est une fondation, la Fondation de France, qui a vraiment voulu propulser cette méthodologie. Et la Fondation de France a voulu expérimenter sur le territoire le protocole. En fait, la Fondation de France, quand ils expérimentent un programme, souvent ça dure 3 ans. Et ensuite, c'est souvent repris. En fait, c'est souvent repris par les collectivités. Ce programme-là n'a pas été repris jusqu'à l'année dernière. Donc, en fait, maintenant, le programme Action Nouveau Commanditaire est soutenu un petit peu par la Fondation de France et un petit peu maintenant par le ministère de la Culture. Voilà, d'une. Donc, le protocole stipule qu'il y a 2 phases. Et nous, on respecte ces 2 phases. Quand vous invitez un artiste à imaginer un projet, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est de faire un premier contrat où l'artiste va présenter une étude. Voilà, il ne signe pas pour la vie. Nous non plus, on ne signe pas pour la vie. On signe pour une première phase, qui est assez courant. En architecture, on fait la même chose. Et donc là, actuellement, il y a 2 manières de financer ces projets. C'est soit de postuler à la Société des nouveaux commanditaires, qui est maintenant la fédération de tous les médiateurs à niveau national. Ils ont quelques petits budgets pour amorcer des projets. Donc ça, c'est possible. Donc pour que l'artiste soit rémunéré pour le travail qu'il fait et que le médiateur soit rémunéré. Et sinon, on travaille avec les collectivités et c'est eux qui financent l'amorçage. Parce qu'il faut qu'il y ait un amorçage. Sans l'amorçage, on ne fait rien. Voilà. Et donc la deuxième partie du projet, c'est un travail de producteur. Comme tout le monde dans cette salle, on connaît, on va demander des subventions, on va négocier avec les collectivités, on va regarder les fondations. Fondation Carasso, par exemple, nous finance parfois, et on va chercher l'argent. Voilà. Donc nous, on n'est pas, il n'y a pas de l'argent qui nous tombe dessus. Chaque contexte permet de financer des projets. Jusqu'à l'année dernière, les nouveaux commanditaires travaillaient un petit peu en partenariat, par exemple, avec le ministère de la Culture. Et là, maintenant, le ministère de la Culture a dit, OK, il y a la commande publique, donc c'est une méthodologie de commande artistique, mais il y a plutôt un concours, un appel d'offres, et il y a les nouveaux commanditaires. Et donc, du coup, on travaille maintenant avec le ministère de la Culture. Après 30 ans. On a mis 30 ans pour y arriver, mais on y est arrivé. Donc, ça veut dire que, du coup, en termes de partenaires, on travaille de manière plus étroite avec la DRAC, par exemple, sur la question du territoire. Oui, j'aurais aimé savoir comment vous étiez fait connaître des habitants. Tout simplement, comment votre rôle a pu être identifié par des habitants qui, si j'ai bien compris, sont assez éloignés du milieu de l'art. Alors, et c'est eux qui sont évidemment, c'est pas qu'ils sont les plus intéressants, mais c'est ça qui nous stimule justement. C'est comme on arrive à faire un projet souvent assez ambitieux avec des personnes qui ne sont pas a priori connaisseurs de l'art. Il y a plein de moyens. On peut très bien aller tracter, faire du porte-à-porte quand il s'agit d'un village, par exemple. On travaille dans un village de 140 habitants, ça c'est possible. On a besoin de relais. Le centre social, la médiathèque, les associations, la mairie, les collectivités. Le pigeonnier qu'on a vu tout à l'heure de Mathieu Grasset, on a proposé au département de financer ce projet et malheureusement, à l'époque, ils n'arrivaient pas à nous mettre dans les cases. Et donc, ils n'ont pas voulu financer le projet parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à cocher une case. Par contre, 2 ans plus tard, la personne qui nous a dit « pas possible », elle nous a appelé en disant « il faut absolument aller rencontrer le maire de Hors. Il a un projet, on ne sait pas comment faire, vous allez savoir comment faire ». Voilà. Donc, parce qu'on travaille dans la région depuis pas mal de temps, il y a des poches où on nous connaît. Et là où on n'est pas connu, ici on n'est pas connu, il nous faut des relais, il faut des conférences, il faut quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'ai discuté ce matin avec quelqu'un du Vercors. Elle a téléphoné parce qu'elle veut faire un projet nouveau commanditaire. Elle m'a dit, mais comment vous connaissez l'action des nouveaux commanditaires ? Elle a dit, c'est simple, je connais le fils de votre mari. Voilà, ça c'est comme ça. Donc,
faites savoir. Évidemment, il y a des conférences, il y a des articles, mais dans les quartiers, ce que je dis aussi, c'est que les gens ne se réveillent pas le matin, et même vous, demain, ce sera différent quand vous vous réveillez. Mais ce matin, vous n'êtes pas réveillé en disant, en fait, ce qu'il me faut, c'est de commander une œuvre d'art. Non ? Enfin, c'est vrai. Parce qu'on pense que d'abord, on n'en a pas envie, et de toute façon, on pense, même si on a envie, on n'a pas le droit, et on n'a pas d'argent. C'est ce que disent les commanditaires. On veut, mais on n'a pas d'argent. Donc on dit, ok, ça c'est l'intelligence collective, on va y arriver. Mais il faut avoir envie. Et quand le colombophile en question, quand je lui dis, mais est-ce qu'on peut imaginer un pigeonnier, le gars du parc de loisirs, il a dit, ah oui, mais attention, hein, pas un truc comme chez vous au fin du jardin, on veut un truc qui est beau. Quand on a entendu ça, on a gagné. On a gagné. Eh ben, merci beaucoup, Amanda Crabtree. Est-ce qu'il y a des envies d'œuvres d'art à Beauvais alors ? Oui. Vous voulez prendre la parole ? Oui, j'avais quand même une dernière question. Si on se place du point de vue d'une collectivité territoriale qui a une intention de la part de ses élus, vice-présidents ou adjoints à la culture, de faire œuvre dans l'espace public, quelle que soit la forme de cette œuvre, en termes de sculpture, en termes de fresques, en termes d'éléments, et qui se met en quête de commanditaires. On va dire qu'un peu, ça serait peut-être presque notre cas ici à Beauvais, dans la mesure où on a amorcé ces éléments avec les plots antiterrorisme customisés, avec le mur d'expression libre du théâtre de plein air du quartier culturel François Mitterrand, que vous avez peut-être vu et qui se renouvelle au gré des envies du groupe Roca, notamment en street art. Nous avons Incoge qui est dans la rue Louvet et qui installe l'art dans la rue. Et puis, il y a évidemment le travail hors les murs actuellement du quadrilatère pour amorcer cet élément-là de l'art dans l'espace public. Alors, on rajoute là-dessus l'action cœur de ville avec tout ce qui relève du design actif pour relier les quartiers entre eux, pour que ça circule entre les quartiers. Vous rajoutez le 1%, vous rajoutez les dispositifs monde nouveau et pas nouveau commanditaire. Vous avez un joyeux mélange de et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors, j'ai bien aimé votre présentation dans la mesure où vous revenez sur quelque chose qui m'a toujours interpellée et qui relève de ce qu'on appelle la sociologie de la traduction. C'est-à-dire comment vous créez un espace commun de partage de valeurs qui n'est ni l'espace de l'artiste, ni l'espace du producteur, ni l'espace du médiateur, ni l'espace du citoyen. Et qui sont ces zones de recoupement fragiles, instables parfois, mais qui permettent justement de faire société ensemble. Et si j'avais une dernière question à vous poser, c'est celle-ci, ce serait quels sont dans votre parcours les plus beaux moments où vous avez senti que vous touchiez cette acmé d'un espace de pure société ensemble, d'une traduction sociologique. Chaque projet, c'est un défi. Et chaque inauguration, c'est un triomphe, en fait, évidemment. Mais je pense à un moment où on avait vraiment la certitude d'avoir fait quelque chose. C'était le projet de Wim Delvoye, c'était un des premiers projets, un peu compliqué. Et après l'inauguration qui était avec la fanfare, c'est une belle inauguration. Tout le monde rentre, l'artiste rentre en Belgique, tout le monde chez eux. Et nous, on est rentrés, mais vous savez, ce truc, comme un vernissage. Après, on est un peu sur les nerfs. Et donc, on est revenu à Roubaix. Et on avait envie de voir cette œuvre. Et on avait envie de la voir, parce qu'on était tellement... C'est incroyable qu'elle était là, qu'elle était encore là. Parce que quand on a installé l'œuvre, il y avait quand même les gens qui nous disaient « Oh là là, en deux jours, vous ne l'avez plus, hein ».
On revient cette nuit, on a dû garder l'œuvre avant l'inauguration. Tellement tout le monde nous faisait peur que l'œuvre allait disparaître dans la nuit. Et on est rentré le soir et on a pris la voiture et on avait envie d'avoir cette œuvre pour nous, en fait. On arrive sur la place, donc je suis avec mon binôme, avec Bruno. On arrive sur la place, qui arrive? Les commanditaires. Parce qu'eux aussi, ils avaient envie d'avoir l'œuvre pour eux. Et on s'est retrouvés, et ça, on pouvait pas savoir. Mais on avait, donc, et c'est là où on s'est retrouvés comme au début. C'était un peu, voilà, c'était un moment où on avait vraiment l'impression d'avoir fait énormément de chemin ensemble et qu'on avait bougé tellement de choses. Voilà. Après, j'ai l'adjoint à la culture qui m'a dit, pas dans tous les quartiers. On ne peut pas faire ça dans tous les quartiers. Voilà. Donc c'est une blague à Roubaix. Hein. Mais on travaille quand même encore avec Roubaix. Du coup, par exemple, moi, si demain je vous appelle, concrètement, comment je fais et qu'est-ce qui ferait que vous veniez ou vous veniez pas ou combien de temps ça prendrait? Combien de temps ça prend, ça on ne peut pas savoir. Parce que ça dépend de l'échelle du projet. Il y a des projets qui prennent 7 ans. Hein. Oui, je veux dire, combien de temps ça prendrait avant de savoir si vous venez ou pas Ce qui est important, c'est de savoir quel type de projet, avec qui vous avez envie de travailler et quel est l'objectif. Et quelle est la pertinence? Parce que on en discutait hier avec mes collègues, il y a beaucoup de demandes de lieux de convivialité. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai qu'on a pris conscience de l'importance de l'espace public. Et on a besoin de lieux de convivialité, mais c'est compliqué. C'est quoi un lieu de convivialité? Comment un artiste interprète un lieu de convivialité? Donc c'est important pour nous qu'il y ait un vrai enjeu sociétal dans le projet, mais qui peut être traduit par un artiste, et qui est un enjeu pour vous aussi. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous, mais pourquoi c'est important pour d'autres? Voilà. Oui, j'ai quand même une question. J'ai l'impression que cette démarche, elle s'inscrit dans l'idée que le rapport entre l'art et les citoyens n'est pas une chose évidente et donnée. Que le goût, l'envie de découvrir des œuvres, il y a des médiations à mettre en œuvre, il y a des relais à mettre en place, et que ce que vous décrivez là, c'est effectivement un moyen extrêmement intéressant de faire ça. Et que je trouve intéressant parce qu'il est un peu à contre-courant d'une autre tendance qui serait de dire que pour que les citoyens s'intéressent à l'art, il faut partir du principe qu'eux-mêmes sont des artistes. Et que donc il y a toute une démarche dans les milieux culturels, socioculturels, qui consiste à dire il faut désacraliser l'artiste. L'artiste, c'est quelqu'un qui est sur une espèce de position dominante, et en fait tout le monde est artiste de sa vie, et l'art dans la ville, c'est les citoyens eux-mêmes qui doivent le produire. Et voilà, donc je trouve votre démarche intéressante parce que elle permet de maintenir un certain nombre de choses en place, quoi. Il y a des artistes, il y a des gens qui ont des besoins sociaux, il y a des gens qui ressentent l'idée que ces besoins pourraient se traduire ou pourraient avoir une expression artistique, mais qui ne sont pas eux-mêmes des artistes. Et je ne sais pas si dans la démarche, si vous êtes confronté à ça, par les commanditaires qui ont envie de faire les œuvres eux-mêmes, quoi. Oui, ça c'est arrivé. C'est très compliqué quand il y a dans le groupe de commanditaires un artiste. Parce qu'au moment de choisir l'artiste, évidemment, c'est compliqué. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. Et on a eu même le cas de figure où les commanditaires, à la fin, ont dit, mais en fait, on pourrait le faire nous-mêmes, cette œuvre. Donc là, on dit, à ce moment-là, on arrête. Parce que c'est un protocole qui était conçu par un artiste, mais qui avait envie que les artistes gardent leur rôle d'artiste. Et une des choses, parce qu'on fréquente beaucoup de différentes personnes, c'est pas évident pour expliquer ce qu'est un artiste. C'est un travail qu'on fait par ailleurs en ce moment. On travaille avec beaucoup de jeunes artistes et on est accompagné par la DRAC pour ça. C'est vraiment d'établir c'est quoi un artiste en fait. Pour nous, donc, les commanditaires ne peuvent pas être artistes. Ça, c'est un autre type de projet. Et ça existe aussi. Des projets participatifs. Vous avez montré d'ailleurs un projet de sculpture participative au début, avec les personnes qui mettaient des... Ah oui, voilà, voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est le protocole. L'artiste, alors là, c'est un artiste intéressant parce que lui, il dit que c'est le spectateur qui fait l'œuvre. Enfin voilà, c'est un autre, en effet, c'est un autre registre. Mais peut-être je peux juste... on est en train aussi d'expérimenter ce protocole, et notamment dans d'autres disciplines. Et il y a un théâtre, donc MC93 à Paris. La directrice, elle est extrêmement intéressée par ce protocole et demande comment ça peut être expérimenté dans le théâtre. Et donc, il y a des commanditaires qui ont commandé une pièce de théâtre. Mais il fallait déjà, entre eux, décider du sujet de la pièce de théâtre, qui est maintenant commandée et qui sera jouée en février. Et donc, voilà, c'est la même démarche, mais dans un autre contexte. Mais pour commander une pièce de théâtre, c'est quoi le sujet? Donc c'est comme le cahier des charges, voilà. Et donc ça a pris beaucoup de temps, ils étaient très nombreux. Vous avez peut-être vu, mais souvent on parle de 5, 6 personnes. Ça peut être une personne, mais c'est rare. 2 minimum. 30 personnes, c'est compliqué. Voilà. Quand il y a trop de commanditaires, on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Voilà. Mais oui, l'artiste a un rôle. Voilà. L'artiste, le designer, le musicien, voilà, on reconnaît son rôle. Merci.